Donc, maintenant, je vais vous expliquer le deck mono vert Ramp. La stratégie du deck mono vert Ramp, c'est de sortir beaucoup de mana très vite pour jouer des grosses créatures. On a beaucoup de grosses créatures avec des hauts coûts. Et on veut les sortir le plus rapidement possible. Mais avant d'expliquer les grosses créatures, on doit expliquer comment on fait pour les invoquer. Parce qu'on ne veut pas faire attendre 6 ou 7 tours, avoir 6 ou 7 terrains. On veut les jouer plus rapidement. Tout d'abord, on a l'elfe, le mystique elfe. C'est une créature qui rentre en jeu. Elle coûte 1, elle est 1-1. Et puis, si on l'engage, on met un mana à notre réserve. Donc, un mana qu'on peut utiliser ce tour-ci, n'importe quand. On ne peut pas l'utiliser le premier tour parce que, comme toutes les créatures qui ne sont pas célérité, elle a pas, dans le fond, elle n'a pas célérité, on ne peut pas l'engager le tour où il est arrivé en jeu. Mais ça, dans le fond, premier tour, on va jouer normalement un terrain, et puis idéalement, on jouerait un elfe mystique tout de suite. Comme ça, le tour d'après, lorsqu'on joue un deuxième terrain, ben, on a 3 manas disponibles au tour 2. Donc, déjà, on a gagné un mana de plus. C'est ça le mot ramp. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va essayer d'avoir plus de mana. Donc, tour 2, on va essayer d'avoir 3 mana. Tour 3, on va essayer d'avoir jusqu'à 5 mana, possiblement. Et puis, tour 4, on pourrait essayer possiblement de sortir une très grosse créature. Et puis, c'est difficile pour l'ennemi de répondre à ça. Avec l'elfe, le mystique elfe, pour nous faire du mana, on a aussi le satyre voyageur. Le satyre voyageur coûte 2 mana, donc c'est un bon jeu au tour 2. Et puis, on l'engage pour dégager un terrain qu'on a utilisé. Donc, on pourrait dire, OK, j'engage mon terrain pour mettre un mana vert dans ma réserve. Et puis là, j'engage mon satyre pour dégager mon terrain pour faire un deuxième mana vert. Donc, c'est essentiellement comme une autre source de mana. Mais ça peut possiblement être meilleur grâce à la carte Nykthos, reliquaire du Nyx. Ça, c'est un terrain légendaire, donc on peut seulement en avoir un de Nykthos en jeu à la fois. Et puis, si on l'engage normalement, on met un de pas de couleur. Si on paye 2, donc disons que j'ai deux terrains verts en jeu, j'ai un mystique elfe et puis un satyre voyageur en jeu. Donc disons qu'on est tour 2 et puis j'ai ça en jeu. Je jouerais mon Nykthos et puis je pourrais payer 2 mana pour utiliser sa deuxième habilité, donc 2 mana et on l'engage. Et puis on choisit une couleur. On rajoute à notre réserve une quantité à la couleur égale à la dévotion qu'on a. La dévotion à une couleur, c'est si on regarde toutes les permanentes qu'on a en jeu, c'est le nombre de fois qu'on a le symbole de forêt. Donc ici, en ce moment, j'aurais 2 dévotions. Donc ça serait pas tant bon parce que je paierais 2 mana pour faire 2 mana. Donc c'est pas rentable. Par contre, on a des grosses créatures dans le jeu qui ont 3. Donc si on est dans cette situation-ci, mettons qu'on a un colosse en jeu, ben là j'utilise 2 mana, j'utilise l'habilité de Nykthos et je fais 1, 2, 3, 4, 5 mana avec cette habilité-là. Donc là pour 2 mana, j'en ai fait 5. Donc je sors avec du mana gagnant. Mais pas seulement ça. Parce que, étant donné que j'ai 5 mana en ce moment, je pourrais utiliser mon satyre pour dégager mon Nykthos reliquaire. Là, j'ai encore 5 mana dans ma réserve. Donc, j'en utilise 2. Il m'en reste 3. Et puis, je réutilise l'habilité de Nykthos parce que je l'ai dégagé. Donc, je rajoute un autre 5 mana à ma réserve. Là, je suis à 8 mana. Donc, on peut voir, et 9 si je décide d'utiliser mon Mystique Elf. Donc, ces deux cartes-là sont un très bon combo en fin de partie. Si on a des créatures puis beaucoup de dévotion, ça donne beaucoup de mana. Vous pouvez voir un peu, dans le fond, comment on peut jouer des cartes assez rapidement avec ce deck-là. C'est très satisfaisant. Ensuite, on a une autre carte ici qui coûte 2. Elle est défenseur et défense talismanique. Défenseur, ça veut dire qu'elle ne peut pas attaquer. Défense talismanique, ça veut dire qu'elle ne peut pas être ciblée par des spells ennemis, dans le fond. Fait que si l'ennemi joue une carte détruisez la créature ciblée, ben ça marche pas parce qu'elle, elle peut pas être ciblée. Par contre, nous, on peut la cibler avec nos propres habilités. L'ennemi ne peut pas. Et puis, c'est simple, c'est un peu comme l'elfe mystique. Si on l'engage, on met un mana, mais celle-ci, c'est un mana de la couleur qu'on veut. Et puis,
étant donné que les défenses talismaniques est quand même protégée. Donc ça, c'est tous les moyens de faire du mana pour l'instant. Ensuite, on a le coursier de Cruphix, qui est une autre créature. On joue avec la carte du dessus de notre bibliothèque révélée. Donc la première carte, on doit la montrer à tout le monde, toujours. On peut jouer la carte, dans le fond, qui est montrée si c'est une carte de terrain. Donc, ça peut être très bon parce que, disons que ça, c'est ma librairie, je joue le coursier en jeu, ok, on révèle la première carte, si c'est un terrain, ben, je peux jouer la carte directement d'ici, et puis je sais pas qu'est-ce que ça va être la prochaine carte, on la réveille, si c'est un autre terrain, ben, au prochain tour, je vais pouvoir la jouer, mais ça pourrait être une autre créature que je peux jouer. Donc, on peut jouer les cartes du dessus de notre librairie, grâce au coursier à la coursière de Crucifix. Et puis, à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille de c'est nous contrôle, on gagne un point de vie. Donc, ça nous permet de jouer les terrains du dessus de notre librairie, puis on gagne un point de vie à chaque fois qu'on joue un terrain. Donc, c'est quand même une bonne défense, ça nous permet de survivre jusqu'à temps qu'on joue nos grosses créatures. Et parlant de grosses créatures et de grosses spells, les voici. Donc, en premier lieu, on a un enchantement qui s'appelle le siège de la frontière. Quand le siège de la frontière entre en jeu, on peut choisir soit Khans, soit Dragon. Si on choisit Khans, au début de chacune de nos phases principales, donc on a 2 phases principales dans un tour, une fois avant le combat et puis une fois après le combat, on ajoute 2 mana à notre réserve. Donc, ça c'est assez puissant. Ou pardon, non, je me trompe, c'est une phase principale, désolé. C'est ça, une phase principale avant et une phase principale après. Donc ça peut faire jusqu'à 4 mana par tour, mais on peut pas utiliser les 4 en même temps parce qu'entre chaque phase, le mana disparaît. Si on choisit Dragon, à chaque fois qu'une créature avec le vol arrive sur le champ de bataille, sous notre contrôle, on peut faire qu'elle se batte contre une créature ciblée qu'on ne contrôle pas. Donc, on n'a pas vraiment de créatures qui ont vol, sauf une créature. Et puis, c'est très bon en combinaison avec cette carte-là. Donc, Khans, c'est simple, ça nous donne plus de mana à jouer nos créatures et puis à jouer nos spells. Dragon, c'est vraiment pour un seul combo, dans le fond. Si on choisit Dragon et l'enchantement est en jeu, et puis on joue la carte Reine des Frelons, qui coûte très cher, mais elle est 2-2, elle a vol, fait qu'elle peut utiliser l'habilité de Dragon, de faire un combat, donc si elle rentre en jeu, on choisit une créature ennemie et puis on se fait leur dommage, dans le fond. La Reine des Frelons fait 2 dommages à la créature ennemie et la créature ennemie fait sa puissance en dommage à la Reine des Frelons. Sauf que la Reine des Frelons, elle est contact mortel. Donc, dès qu'elle fait un dommage à une créature, la créature meurt, peu importe laquelle. Fait qu'essentiellement, si on a Dragon, on peut jouer ça et puis tuer n'importe quelle créature qui n'est pas indestructible, étant donné que seulement un dommage va tuer la créature et un combat, chaque créature se fait leur dommage. Pas seulement ça, par contre, parce que quand la Reine des Frelons arrive sur le champ de bataille, on met sur le champ de bataille 4 jetons vers insectes avec contact mortel. Donc, j'ai les jetons juste ici. Ils ressemblent à ça. Ils sont vol et contact mortel. Donc, on en met 4 en jeu quand la Reine des Frelons entre en jeu. Donc, si j'ai Khans en dragon, ça veut dire que j'ai 5 créatures qui activent l'habilité de dragon de créatures de vol. Donc, j'ai 4 petits jetons qui peuvent se battre contre n'importe quelle créature ennemie et que s'ils font un dommage, ils peuvent détruire n'importe quelle créature. Donc, tu peux imaginer que c'est assez drôle quand l'ennemi a une créature, disons, 8-8, 9-9, 10-10, et puis tu envoies ton petit insecte 1-1 se battre avec, et l'ennemi ne peut rien faire pour sauver sa créature, parce que tu peux les faire se battre avant même le combat. Donc ça, c'est un combo à se souvenir dans ce deck-ci. Si on est capable de se rendre là, c'est très puissant et ça peut vraiment être drôle. Ensuite, pour les autres grosses créatures, on a l'hydre de Genèse. L'hydre de Genèse rentre sur le terrain avec X marqueur +1/+1 sur elle. Elle coûte X et puis 2 mana verts. Donc, je tape 2 mana verts et puis après,
le nombre de mana que je vais payer. Disons, si je veux payer 6 mana, si j'ai 8 mana en tout, mais ça veut dire que le X est égal à 6 et il rentre en jeu avec 6 marqueurs plus 1. Donc, elle est 6-6. Ça, c'est surtout une carte pour finir la partie. Quand on a nos combos de mana, le satyre avec Crucifix et on a beaucoup de... Dans le fond, de mana, de dévotion, ben on peut tout mettre notre mana dans une grosse hydre de genèse. Et puis, c'est pas seulement ça, dans le fond, quand elle rentre en jeu, quand on la lance, donc avant même qu'elle rentre en jeu, on révèle les X cartes du dessus de notre bibliothèque, puis parmi elles, on peut mettre on peut mettre sur le champ de bataille une carte, non-terrain avec un coût de mana inférieur ou égal à X. Donc si j'ai payé 6, elle rentre en jeu, elle est 6-6, je regarde les 6 premières cartes de ma librairie, et je peux mettre une carte de coût de 6 ou moins directement en jeu. Donc, je pourrais aller mettre... je pourrais pas mettre la Reine des Frelons parce qu'elle coûte 7, mais je pourrais mettre le Colossus, par exemple, parce qu'il coûte 5. Donc, ça aussi, c'est super puissant avec beaucoup de mana. C'est une grosse créature, puis ça nous permet d'aller chercher d'autres créatures à jouer en jeu. Donc, en un tour, on peut vraiment mettre plusieurs grosses créatures en jeu et rendre la partie assez difficile pour notre ennemi. Ensuite, on a le Colosse Arboricole. Lui, il a la portée. Portée, c'est qu'on peut bloquer les créatures avec le vol. Son habilité spéciale, c'est Monstruosité 3. Donc, si on paye 3 et puis 3 mana vert, on met 3 jetons, 3 tokens, dans le fond, 3 marqueurs, +1/+1 dessus, et puis elle devient monstrueuse. On peut seulement utiliser ça si la créature n'est pas déjà monstrueuse. Fait qu'on peut seulement l'utiliser une fois, dans le fond, avant que la créature meure. Puis quand il devient monstrueux, on détruit une créature avec le vol qu'un adversaire contrôle. Donc, si l'ennemi a une créature avec le vol, dans le fond, on peut la détruire si on a assez de mana. C'est une bonne créature contre le vol. Et elle a 6 de vie, 6 de toughness, donc elle est assez puissante. Il nous reste 2 grosses créatures à expliquer pour terminer le deck. Au début, dans le fond, l'élémental de Bois Murmure, au début de notre étape de fin, on manifeste la carte du dessus de notre bibliothèque. Comment ça marche, le manifeste? C'est que si j'ai ma bibliothèque ici, eh bien, je vais prendre la carte du dessus, la mettre en jeu, et ça devient un jeton 2-2. 2 de puissance, dans le fond, une créature jeton 2-2. Donc là, elle est en jeu. Et puis, n'importe quand, on peut la jouer. Si c'est une carte de créature. Donc, si c'est une créature, par exemple, si je regarde, je la mets en jeu, l'élémental rentre en jeu, je manifeste la carte du dessus, je peux la regarder sans la montrer à mon ennemi. Ah, ok, c'est la Reine des Frelons, ça veut dire que n'importe quand, je pourrais jouer cette carte-là et la changer de bord pour son coup. Si on sacrifie l'élémental aussi, jusqu'à la fin du tour, les créatures non-jetons face visible qu'on contrôle ont, quand cette créature meurt, manifesté la carte du dessus de notre bibliothèque. Donc, si l'ennemi est pour détruire toutes nos créatures, on peut, puis on a, disons, 4 créatures, on peut sacrifier l'élémental, et puis nos 4 créatures en mourant vont manifester 4 cartes. Si c'est des créatures, on va pouvoir les jouer, puis ça va nous permettre de rattraper. Donc, la manifestation, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est ça. On monte la première carte en haut, ça devient un 2-2. Si c'est une créature, on peut la jouer n'importe quand. Si c'est un enchantement ou un terrain, on ne peut pas la jouer, ça reste une créature 2-2. Quand ça meurt, ben ça s'en va au cimetière. Et puis, la dernière grosse créature qu'on a ici, c'est Polykranos, le dévoreur de monde. C'est une créature légendaire, donc on peut juste avoir un Polykranos en jeu à la fois. Là, il y a un coup ici de monstruosité. Et puis, c'est double X. Donc, disons, double X, il faut mettre 2 fois le mana qu'on veut. Double X plus 1. Donc, si je paye au total 7 de mana, ou 6 de mana, pardon, ben ça ferait, dans le fond, 3 plus 1 pour 7 de mana. Donc, ça serait X est égal à 3. Parce qu'il faut payer 2 fois le coût de X. Donc, si je veux que mon X soit 4, il faudrait que je paye 9 mana au total. Et ainsi de suite. Si c'est pas monstrueuse, même chose que pour le colosse, on met le nombre de marqueurs qui est égal à X. Quand il devient monstrueux,
Il inflige X blessures, dont X dommages, répartis comme on le veut entre n'importe quel nombre de créatures ciblées que nos adversaires contrôlent. Puis chacune de ces créatures inflige à Polychronos un nombre de blessures égal à sa force. Donc ça peut être fort contre un deck qui a beaucoup de petites créatures, disons 1-1, des petits elfes ou des choses de même. On peut transformer Polychronos. Et puis si on a payé X pour 3, ben, tu peux dire un dommage à tel 1-1, un dommage à telle créature, et puis un dommage à telle créature. Puis s'ils n'ont pas beaucoup de puissance, ben ça va juste faire 2-3 dommages à Polychronos. Sinon, c'est vraiment... en fin de partie, on peut tuer une créature qu'on veut en la rendant celle-ci plus puissante avec son X, parce qu'on a beaucoup de mana dans ce deck-là. Donc, souvent, on va pouvoir la jouer pour beaucoup de mana, si on est capable de se rendre là dans la partie, bien sûr. Pour terminer, dans les cartes de ce deck-ci, on a 2 Planeswalkers. Le premier Planeswalker, il faut se souvenir que les Planeswalkers, c'est comme des deuxièmes joueurs, essentiellement. Leur nombre ici, c'est les points de loyauté. Ils ont 3 habilités. On peut en utiliser une par tour seulement. Et puis, ça indique le nombre de points de loyauté que ça coûte ou que ça donne. Un ennemi peut décider n'importe quand qu'il attaque ou qu'il fait certains dommages, il peut décider de viser notre Planeswalker au lieu d'attaquer nous comme joueur. À ce moment-là, le joueur qui défend peut décider de bloquer avec ses créatures ou de répondre. Mais l'attaqueur a toujours le choix d'envoyer ses créatures sur le Planeswalker pour le tuer. Le nombre de points de loyauté que le Planeswalker a au moment qu'il est sur le jeu, c'est son nombre de points de vie. Donc, Nissa rentre en jeu avec 3 points de loyauté, donc 3 de vie. Sa première habilité, c'est un +1. Le terrain ciblé qu'on contrôle devient une créature 4/4 élémentale avec la permanence. Donc, ça devient un permanent. Puis c'est toujours un terrain. Donc, si on a un terrain, disons, ce deck-là va jouer beaucoup de terrain aussi, parce qu'on est ramp, on veut avoir beaucoup de mana pour jouer nos grosses créatures. Je pourrais utiliser mon +1 de Nissa. Et puis, transformer mon terrain en carte 3/3. Donc, c'est une créature 3/3, c'est une permanente, mais c'est quand même un terrain, donc je peux quand même l'utiliser pour faire un mana, puis l'engager. Donc, ça transforme nos terrains en créatures, ça peut être quand même utile. Le deuxième +1, on dégage jusqu'à 4 terrains. 4 forêts ciblées, pardon, pas n'importe quel terrain. Donc, ça marche pas avec Nykthos, mais ça marche avec les forêts. Ça, c'est beaucoup de mana, comme on peut imaginer. Disons que j'ai mis ça en jeu. J'ai 4 terrains en jeu. 4 terrains verts, non? Donc 4 forêts. Je pourrais dire, ok, je vais engager mes 4 forêts, faire 4 de mana vert, et puis après utiliser la deuxième habilité +1 de Nissa, dégager mes 4 terrains, et les réengager. Donc là, je suis rendu à 8 de mana avec ça seulement. Donc ça peut faire jusqu'à 4 mana de plus par tour. C'est assez puissant si on l'utilise comme ça. Et enfin, son -7, on cherche dans notre bibliothèque n'importe quel nombre de terrains. Puis on les met en jeu, je crois. Non, des terrains de base seulement. Donc des forêts dans ce cas-ci. Et on les met sur le champ de bataille et on mélange notre bibliothèque. Tous les terrains qu'on a mis en jeu deviennent des créatures 4/4 avec la permanence. Puis ça reste des terrains. Donc ça, si on se rend jusqu'à 7, essentiellement, la partie va être pas mal terminée parce qu'on peut aller chercher tous les terrains qu'on a. Donc une vingtaine de terrains dans le deck. Et ils rentrent tous en jeu. C'est tous des créatures 4/4. Et je pense qu'ils rentrent en jeu pas engagés. Donc on peut quand même faire du mana. Donc ça, c'est... Nissa, c'est un Planeswalker très puissant qui nous donne du mana, qui nous donne des créatures. Donc ça fonctionne parfaitement avec le deck. Et le dernier Planeswalker qu'on a s'appelle Ugin, le dragon esprit. Donc il coûte un peu plus cher, il coûte 8 de mana. Mais 8 de mana, ça se fait quand même bien, comme vous avez vu avec Nissa, avec la satire, et puis avec Kranz et tous les elfes qu'on a pour faire du mana. Donc lui, il rentre en jeu avec 7 points de loyauté. C'est quand même beaucoup plus. Donc pour 8 de mana, lui, il a 7 points de loyauté. Sa première habilité, c'est +2.
et puis il fait 3 dommages à une cible, créature ou joueur. Donc, il peut faire 3 dommages directement à une créature ennemie ou au joueur ennemi quand il rentre en jeu. Et puis, ça lui donne 2 points de plus, donc il monte à 9 si on utilise cette habilité-là au premier tour. Sa deuxième habilité, c'est un -X, donc on choisit la valeur du X, et on exile chaque permanent avec un coût converti de mana inférieur ou égal à X qui a au moins une couleur. Donc ça, c'est très, 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 très puissant. Elle rentre en jeu avec 7. Donc on peut décider, ok, je vais mettre, elle rentre en jeu, j'ai 7. L'ennemi a beaucoup de créatures qui coûtent 3 ou moins. Donc je vais faire -3. Donc il tombe à 4. Mais j'exile toutes les créatures en jeu qui coûtent 3 ou moins. Les nôtres aussi, ça les exile. Donc, il faut faire attention parce qu'on va exiler nos propres elfes, nos propres créatures. Sauf que si on est pour mourir, ça peut vraiment nous sauver. Surtout qu'après ça, on a Ugin encore pour faire du dommage. Si on réussit à faire 2 fois le +2, et puis au tour d'après, on est capable de faire l'emblème, c'est -10 points, donc c'est beaucoup, mais ça nous donne une habilité extrêmement puissante. On gagne 7 points de vie. On pige 7 cartes, et puis on met sur le champ de bataille jusqu'à 7 cartes de permanent depuis notre main. Donc sans payer leur coût. Donc si j'ai une main remplie de belles créatures très puissantes et de permanentes, ben j'en choisis 7 puis je les mets en jeu directement. Si on arrive à faire le -10. Donc à ce moment-là, je vous dirais que c'est très rare qu'on perd la partie si on réussit à faire le -10 de Ugin. Ce qui est important dans ce deck-là, c'est vraiment d'avoir en début de partie des elfes pour créer du mana, d'autres créatures pour jouer du mana. En fin de partie, on aimerait ça avoir au moins un Satyre Voyageur Nykthos pour faire énormément de mana. Puis ça nous permet de jouer nos gros Planeswalkers Ugin pour détruire les créatures de l'ennemi ou les exiler si on a besoin. Ou plus simplement nos grosses créatures qu'on peut jouer, nos Planeswalkers. Donc les combos dans ce deck-là, c'est vraiment Nykthos avec le Satyre. C'est un combo pour faire du mana. Et puis, la Reine des Frelons avec l'enchantement de dragon. Qui fait qu'on a 10 créatures qui rentrent en jeu qui peuvent se battre directement et puis qui sont contact mortel. Donc, c'est un deck qui veut sortir le plus de mana le plus rapidement possible et puis aller avec ses grosses créatures après. Donc, c'est ça pour le deck mono vert Ramp.